Quatrième partie donc, où on va parler de la Ligue patriotique antisémite de Nantes. Sauf que pour parler de cette ligue, je me suis aperçu qu'il fallait que je vous parle d'autre chose, c'est-à-dire de l'affaire Dreyfus qui est reliée, c'est un climat politique particulier, et Tony qui a écrit le livre, qui parle de son père, clairement, il faut le relier à cette affaire Dreyfus, c'est un climat politique. Donc je vais vous faire une petite lecture des mémoires de Tony, qui n'est pas le livre, mais qui sont les notes quand il a terminé sa vie, qui parlait de tout ce qu'il a pu vivre d'important, et donc tout ça s'est consigné dans ses mémoires. On est page 72 de ses mémoires, on n'est plus dans le livre pour l'instant. Donc on va parler du procès des ligues. J'en viens à cette affaire qui date de l'année 1900, donc là on est en 1900. Lui il avait 16 ans à peu près, donc il regarde son père qui va plaider. Cette affaire se situait à un moment de grande surexcitation politique. La Troisième République avait eu peur, le régime était ébranlé par l'opposition très vive et généralisée qu'avait suscité l'affaire Dreyfus. Je ne ferai pas ici l'histoire de ce long drame dont les générations actuelles ne peuvent pas avoir une idée exacte. Et puis alors nous, encore pire, nous on est complètement coupé de tout ça. J'ai pas de connaissance de cette affaire particulière. Alors non seulement parce que le temps a passé, mais aussi parce que tous les manuels d'histoire ont déformé l'affaire. Bon, ben on va voir ça. On va voir ce que nous dit Tony. Moi, je tiens à ce document. S'il y en a qui veulent avoir des précisions, à disposition des historiens, s'ils le veulent, bien sûr. Celle-ci passe aujourd'hui simplement pour une erreur judiciaire qu'aurait justement effacé l'arrêt définitif de la Cour de cassation. Point. On déclare partout que Dreyfus était innocent. Je n'en suis pas convaincu. Sans doute, je suis loin de connaître tous les détails du procès et de la controverse. Ce que j'ai lu, des plaidoiries, témoignages, études et discussions qui ont suivi, ne m'a pas fait changer d'opinion. On reconnaît unanimement qu'il y a eu livraison de documents secrets à l'Allemagne, mais du traître, on ne peut donner le nom. On avance celui d'un général X. Tout dans cette argumentation me paraît reposer sur des hypothèses trop peu fondées pour pouvoir ébranler le faisceau de présomptions, graves, précises et concordantes, qui avaient amené la condamnation du capitaine Dreyfus par 2 conseils de guerre successifs. 73. Admettons cependant qu'il y a eu erreur judiciaire. Il y en a bien eu d'autres dans l'histoire des cours et tribunaux. On pouvait poursuivre la révision du procès sans y mettre l'acharnement, les pressions de toutes sortes dont nous fûmes témoins. Comme on l'a dit, il semblait que sous le coup de baguette d'un chef d'orchestre invisible, entre guillemets, une formidable conjuration avait sorti, non pas tant en faveur d'un innocent, mais contre les forces vives de la France. Point. Je n'exagère pas. Les assauts venaient de l'intérieur et de l'extérieur. Ils étaient menés, et cela n'a jamais été nié, par une coalition puissante, où l'on trouvait liées de véritables puissances de pression, maçonniques, juives et protestantes. Il est indéniable qu'à cette époque, ces 3 éléments, à part quelques unités, s'étaient unis dans une coalition qui travaillait à ronger ce qui restait de sain et de solide dans la structure de l'État français. 2 points. L'armée, la justice, les grands corps constitués. On menait de front la campagne en faveur de Dreyfus, et cette désorganisation, dont l'affaire était le prétexte. L'aveu en fut fait par l'un des grands chefs du mouvement. On voulait le chambardement général, entre guillemets. On approchait du but par le bouleversement de l'état-major de l'armée, par la destruction du service des renseignements, par l'asservissement de plus en plus effectif de la magistrature. Cela ne veut pas dire qu'il n'y eut parmi les Dreyfusards des gens très sincères, troublés par les incertitudes d'une procédure dont tous les éléments ne pouvaient être mis au grand jour, en raison des circonstances dans lesquelles les premiers indices de trahison avaient été révélés et qui pouvaient constituer un casus belli avec l'Allemagne. Parmi ces bons Français, croyant à l'innocence du capitaine Dreyfus, il y avait Charles Péguy, l'intègre, le socialiste idéaliste et généreux, qui fut bientôt dégoûté par la passion haineuse,
les ambitions politiques et les sentiments anti-français de ses compagnons de route. Tout en restant attaché à la cause qu'il croyait juste, il se sépara violemment des chambardeurs qui ne le lui pardonnèrent jamais et dont plusieurs devinrent les grands hommes de cette Troisième République. De l'autre côté, on réagissait furieusement. Trois ligues s'étaient fondées, composées d'éléments divers et même tout à fait opposés quant à la forme du gouvernement qu'ils souhaitaient. 2 points. La Ligue des Patriotes, foncièrement républicaine, de Paul Déroulède, celle des antisémites derrière Édouard Drummond, les jeunesses royalistes qui avaient à leur tête des hommes de courage et fort intelligents, tels André Buffet, le comte de Lursalus, Roger Lamblin, Sabran Pondvé. Point. Malgré leurs divergences, ces ligues menaient la vie dure à la République qui se confondait pleinement avec le parti radical socialiste et maçonnique, lequel tenait le gouvernement avec tous les postes clés de l'administration. Point. Les années 1898 et 99 avaient été fertiles en événements qui favorisaient cette réaction. Démission du général Chanoine, ministre de la Guerre, et 25 octobre 1898, suivi d'une manifestation tournant à la bataille place de la Concorde. Point virgule. Mort du président Félix Faure le 16 février 1899, qui s'était opposé à la réhabilitation de Dreyfus. Élection d'Émile Loubet, ancien chécard, entre guillemets, de Panama, poussé à la présidence de la République par les clans d'obédience radicale et maçonnique. Son entrée à Paris au retour du congrès de Versailles sous les huées des Parisiens et les pommes cuites tout au long des Champs-Élysées. Les obsèques de Félix Faure, 23 février. Nouvelle occasion de manifestations violentes. Un peu plus tard, l'arrivée du général Marchand à Paris, début juin 1999, après l'affront que la France avait subi à Facchoda. L'arrêt de la Cour de cassation ordonnant la révision du procès, le président Loubet malmené à Auteuil, où le baron Christiani, monté à la tribune présidentielle, avait, d'un coup de canne, cabossé le chapeau à haute forme de chef de l'État. Tous ces incidents avaient fini par faire figure d'émeute et de complot contre la République. Ce complot avait paru prendre une forme effective lors de la tentative de Déroulède le 23 février 1999, jour des obsèques du président Félix Faure. Je continue un petit peu, on est page 74 des Mémoires de Tony toujours. Dans un article publié dans la revue hebdomadaire, donc là on est le 31 juillet 1926, on est beaucoup plus tard, peu de temps après la mort du duc d'Orléans, Roger Lamblin, qui fut directeur du bureau politique de ce prince et qui, plus tard, n'honora de son amitié, a raconté cette journée des dupes, entre guillemets. Les Parisiens attendaient un coup d'État. Certains éléments de l'armée et de la police y avaient plus ou moins donné leur accord, ou se réservaient selon les chances de succès. Voilà. Donc là, il y a tout un détail, il y a plusieurs noms, le comte de Lursalus, en complet accord avec le duc d'Orléans, écrit Roger Lamblin, et avec le bureau politique, le comte de Lursalus, le comte de Luynes et plusieurs autres personnalités royalistes avaient fait des démarches auprès de certains officiers généraux et supérieurs de la garnison de Paris. Voilà, bon. Et en fait, la plupart n'avaient promis qu'une neutralité bienveillante. L'un d'eux, le mieux qualifié pour agir au nom de l'armée, déclara qu'il restait chez lui le jour des obsèques de Félix Faure, et qu'il se rendrait à l'Élysée pour participer à la formation d'un gouvernement provisoire si l'on venait le chercher. Il se trouva même un général, ni Talmer, ni Lamblin ne donnèrent son nom, d'accord ? On ne sait pas qui c'est en fait, qui promit à Paul Déroulède qu'il marcherait à son appel. Mais un imbroglio fut cause de l'échec final. Ce général avait pris la Ligue des Patriotes pour un élément camouflé des troupes royalistes. Quand il sut qu'au contraire Déroulède était irréductablement opposé à une restauration monarchique, le général ne voulut pas se lancer dans l'aventure. Mis au courant, le gouverneur de Paris donna l'ordre au général X de disloquer
sa brigade à l'issue de la cérémonie de Notre-Dame et de rentrer chez lui avec son officier d'ordonnance et son escorte. L'affaire était manquée, mais la République avait eu chaud. Les comptes rendus des audiences de la haute cour, devant laquelle fut traduit ceux qui avaient plus ou moins trempé dans ce complot de dupes, en témoignent. Il reste aussi la preuve du trouble profond de l'effervescence dans laquelle se trouvaient les Français d'alors. Je ne citerai que cette phrase de la déposition du général Zurlinden à l'audience du 25 juin 1901. Le pays avait été profondément troublé et énervé par l'affaire Dreyfus. L'armée avait été attaquée avec une violence inouïe et ses sympathies allaient presque toutes à ceux qui l'avaient défendu. Il y avait là un bras de levier qui paraissait tout près et qui était bien tentant pour ceux qui voulaient renverser nos institutions républicaines. Il y a tout un détail après en note, un détail très très important et très long en fait en bas de page. Je continue, page 76 des mémoires de Tony. Dans cette conjuration, qui résultait plus de la nature des choses et des événements eux-mêmes que d'une concertation explicite, les ligues avaient eu un rôle que le gouvernement grossissait pour édifier sa politique de défense républicaine. Voilà, donc après on parle des ligues en fait, tout simplement. Donc ça, je vais faire autre chose. J'en ferai une autre partie, tout simplement. Ce qu'il faut voir en fait dans tout ce passage, je me suis un petit peu renseigné quand même, alors pas trop sur l'affaire Dreyfus, parce que ça c'est une partie que je connais pas du tout. En revanche, il y a des choses qui sont assez troublantes dans cette affaire Dreyfus, mais par extension, c'est-à-dire la mort de Félix Faure par exemple, qui est une mort qui a fait beaucoup de légendes urbaines, ce qu'on appelle une légende urbaine, c'est-à-dire une mort avec sa maîtresse, dans des conditions douteuses. Ce qui a valu d'ailleurs à Clémenceau, cette phrase assez célèbre, « Il voulut être César, il ne fut que Pompée ». Ou alors, en entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Et puis pareil, pareil après quand il décède, « Ça ne fait pas un Français en moins, mais une place à prendre ». Voilà, donc les phrases de Clémenceau, toujours costaudes. Et on pourra remarquer quand même que cette mort est assez étrange, parce que le prince de Monaco, lui, va le voir, et quelques heures avant, il s'inquiète un peu de sa santé, il ne le trouve pas en bonne forme, et il va même prendre des nouvelles, je crois qu'on lui envoie un télégramme. Donc il était quand même vraiment soucieux, il l'a trouvé en très mauvaise forme, il a absorbé une substance. Donc on peut se poser la question, il est mort à 58 ans, et c'est d'autant plus étrange, c'est une mort avant l'âge en fait, dans l'exercice de ses fonctions, Félix Faure. Et c'est un petit peu comme JFK aux États-Unis, il y a un changement de politique assez radical. C'était quelqu'un qui ne voulait pas, Félix Faure, la réhabilitation de Dreyfus. Et donc, après ce qui se passe, il y a quelque chose d'assez étrange, c'est Émile Loubet qui est élu président. Et tout de suite, on remarque qu'il est seul candidat en lice. Donc déjà, premier étonnement. Bon voilà. Et puis, il y a plusieurs choses dans son mandat, en fait, de son septennat. Il y a l'affaire des fiches, c'est-à-dire le scandale de l'affaire des casseroles, on appelle comme ça, c'est-à-dire un fichage politique et religieux dans l'armée française, avec le général Louis André. Donc une affaire qui a fait quand même du bruit. Une affaire des fiches, on fichait quand même, on fichait les chrétiens, pour être précis, ou les juifs. Donc le fichage religieux, déjà c'est quand même pas super. Dès que vous commencez à ficher, c'est les années 30, hein, c'est pas une bonne chose, on est chez les nazis presque. Et puis ensuite, la deuxième chose d'Émile Loubet, c'est la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui a été menée par Aristide Briand. Et donc c'est une loi importante, évidemment, sous laquelle on est toujours. Donc vous voyez, c'est quand même trois éléments qui sont assez étranges. Donc d'abord la défense de Dreyfus, alors que Félix Faure ne le préconisait pas spécialement, il n'y avait pas de réhabilitation. Et puis il y a tous ces éléments donc, qui sont une persécution en plus, en fait, quelque part, contre l'Église. Donc c'est assez étrange, d'autant plus que l'affaire Dreyfus, finalement, si on regarde sur Wikipédia, qui n'est pas une source fiable, mais c'est pas grave, elle nous parle d'une fracture entre catholiques et laïcs. Ça, c'est une réalité de l'époque. Donc c'est quelque chose qui a exacerbé
la fracture entre les catholiques et les laïcs, d'où la loi, vous me direz, mais la loi qui a été aussi provoquée par l'État, donc l'État français en 1905. Donc, et puis aussi la loi sur les associations en 1903, donc ça fait beaucoup. Donc il y a quand même un faisceau de preuves, enfin pas de preuves, non, d'indices assez intéressants sur la mort de Félix Faure, qui est, on peut pas dire tout, mais qui mériterait qu'on s'y arrête un petit peu. Donc voilà ce petit paragraphe un peu surprenant pour l'affaire Dreyfus, mais je ne pouvais pas ne pas vous le faire avant de parler de la Ligue patriotique antisémite de Nantes pour remettre les choses dans leur place. Alors sinon on ne comprend pas bien ce qui se passe avec la Ligue patriotique. Donc je l'ai préféré vous introduire tranquillement ce paragraphe avec l'affaire Dreyfus.